a vraiment rien à faire dans ce pays. Oh, tu m'étonnes qu'il n'y a rien à faire. On pourrait faire des activités où on fait rien. Vous pouvez pas faire du air ping-pong ou un concours de baffe? C'est moi qui l'ai choisi. Après, j'ai toujours chanté quand j'étais petite. J'étais dans une chorale et puis j'ai appris la guitare à 7 ans. Et c'était dans un coin de ma tête. J'aimais bien le spectacle. J'adorais aller voir des spectacles. J'étais dans le club théâtre, dès l'école primaire, après au collège, au lycée. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité de faire l'école du mime Marceau à Paris. Donc je suis allée là-bas, j'avais 19 ans. Et c'était le monde du silence, mais en même temps, je prenais des cours de chant. Et puis les soirs, on allait chanter dans les bars. Et c'était une sacrée période. Je suis restée 3 ans là-bas. Et puis après, je suis revenue et je me suis dit, c'est trop dur ce milieu-là pour moi. Et je suis revenue à Nancy, j'ai repris la fac. Et puis je me suis dit, bon, j'aime bien le rapport humain, j'aime bien les enfants. Je vais plutôt chercher à être instit. Et puis en fait, en revenant à Nancy, j'ai monté des groupes de musique, un trio de nanas et puis un groupe de rock. Et puis c'était en moi et je me suis dit, allez, il faut que je me lance. Et donc j'ai arrêté les études et je me suis lancée dans le spectacle. Eh ben oui, ils nous ont toujours encouragés. Après, ils n'étaient pas du tout de ce milieu-là. Mon père, il avait une ferme. Mais c'était marrant parce qu'il jouait de l'harmonica à ses vaches. Et il leur mettait la radio, il leur mettait France Musique quand il trayait les vaches. Puisqu'il trouvait que ça leur faisait du bien. Et puis ma mère, elle était ergothérapeute et elle chantait dans une chorale. Et puis elle nous emmenait. Et moi, j'adorais aller dans cette chorale-là. Parce que c'était pas, ils chantaient pas avec des partitions ou quoi. C'était vraiment... il y avait des sketchs, il y avait des chansons, du mime, tout ça. Ça m'a beaucoup inspiré. Heureusement qu'ils étaient là quand même quand on a appris la musique parce que c'est pas évident d'apprendre un instrument. C'est bien quand il y a quelqu'un qui te dit derrière, bon, t'allais faire un peu de guitare là? Mais voilà, et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils nous ont appris vraiment ils nous ont transmis la musique, plaisir, partage, la fête. Et ça, j'aime ça, quoi. J'ai commencé à apprendre la guitare à 7 ans. Après, je chantais déjà dans une chorale. Et puis, après, j'ai pris des cours de chant, mais tard. Puis j'ai commencé le trombone à 25 ans. Et puis après, on n'a jamais fini d'apprendre. J'adore ceux qui chantent avec des percus parce que tout de suite, il y a le corps qui est en mouvement aussi. Alors, ben voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre les casse-casse. Et puis voilà, tout ce qui se secoue, se gratte, se frotte. Et puis j'ai inventé aussi un instrument avec des verres. Et on l'a appelé le vagophone. Je l'ai construit avec une sculptrice. C'est avec 43 verres sur une grande barque comme ça. Et puis j'en joue, soit je les frotte, soit je les tape. Voilà, et j'ai créé un spectacle autour de ça. D'accord ? Et puis après, on va essayer de faire des nuances. Et ben avec Max, on adore aller aux champignons, cueillir des champignons. Et il y a un petit chemin sur le côté, et on passait devant cette maison. Elle était toujours les volets fermés. Alors on s'est renseigné, et puis il se trouve qu'elle était à vendre. Et quand on l'a visitée, on a tout de suite vu dans la grange le potentiel de faire un lieu pour accueillir des spectacles, un lieu pour faire des concerts. Et ça a été le coup de cœur total. On est une bonne bande de copains dans le coin, bricoleurs, avec chacun sait faire des choses différentes. Alors on a créé une association. Et puis on a transformé toute la grange en salle de spectacle, en posant du parquet en chêne à la traditionnelle pour pouvoir danser. Et donc on a créé La Faille en 2011. Et voilà, et on a fait cette année un festival pour fêter les 10 ans.
Alors on accueille des concerts, des spectacles, des stages aussi de danse, un endroit pour créer les spectacles aussi, puis pour stocker les matériels de décor. Mais je suis née dans un petit village de 300 habitants et mes parents ils étaient pas mal dans l'idée dans des associations pour faire des spectacles dans les granges, sur les places de village. Donc j'ai grandi là-dedans et moi c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours, que la culture soit possible pour tout le monde et surtout au milieu rural, qu'on ne soit pas obligé d'aller à Perpète pour voir des belles choses, des choses qui nous font voyager, parce que la poésie sauvera le monde. Oh, s'ennuyer, vous pouvez pas jouer à 4. Je suis devenu élu en 2018 quand je suis arrivé sur le territoire parce que je voulais apporter mes compétences et puis apporter des choses à mes concitoyens. Donc j'ai fait un mandat comme conseiller municipal. J'ai fait un deuxième mandat comme adjoint au maire et à l'heure actuelle, je fais un troisième mandat comme premier adjoint. Le but premier était de profiter de mon expérience professionnelle pour venir en aide à mes concitoyens et apporter de la culture et du bien-être aux gens qui m'entourent. Donc moi je fais partie de ces gens qui ont souvent changé de métier. Et mon premier métier a été militaire de carrière, où je suis intervenu sur énormément de conflits. Et après 15 ans d'armée, je suis devenu journaliste local pour l'Est républicain, chose que je fais tous les jours. Voilà. C'est ce que vous lisez dans le journal, sur Badonviller et son secteur, ou 9 maisons, c'est moi qui l'écris. Voilà. Et à côté de ça, j'ai ma mission d'élu. Oui, donc les projets en tant qu'élu va plutôt dans le développement de la commune et puis essayer d'amener du bien-être aux personnes qui m'entourent et essayer de trouver la bonne formule pour associer les jeunes et les plus anciens pour que tout le monde trouve sa place dans la commune et que ça soit harmonieux. Et mon prochain projet, c'est avec les jeunes. J'aimerais bien faire une fresque sur le mur de l'ancien collège. Voilà, donc pour le mois d'août. Ma plus grande fierté en tant qu'élu, c'est d'avoir réussi avec Monsieur le maire des projets comme le Carrefour, comme le terrain de tennis à Badonviller, les cabanes du lac au bord du lac de Pierre-Percé et monter des balançoires pour les jeunes dans le parc, c'est ma fierté, je la retire là-dedans, dans l'action et quand ça aboutit et que les gens sont heureux de se servir de ce qu'on a créé avec Monsieur le maire. Et donc c'est Émilie qui nous a refait Je fais autre chose, je suis aussi le président de la MJC de Badonviller. Pour pouvoir continuer à tenir le club de judo et apporter du sport et de la culture aux jeunes, j'ai décidé de mon plein gré de reprendre la casquette de président de MJC et je suis parti d'une association qui était en veille et à l'heure d'aujourd'hui ma fierté c'est de voir 150 personnes à peu près qui viennent à cette association-là, qui vont du judo au badminton en passant par le volley mais aussi du théâtre, de la danse folk.
Ah, bonne question. J'ai pour l'habitude de regarder toujours le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc toute décision que je prends, je ne regrette pas. Je suis des fois pas d'accord ou j'adapte ma décision première, mais je ne regrette jamais ce que je fais. Voilà. À un moment, on peut faire des erreurs, mais on s'adapte de son erreur et on va vers le positif, mais on ne regrette pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie? Eh bien alors, je m'appelle Bernard Jacquet, je suis né à Siret et je suis donc aujourd'hui maraîcher avec mon épouse. Donc on travaille sur le site à deux. On a à peu près 2500 m² de serre et 3 hectares de plein champ. On cultive donc des légumes de saison qui sont vendus dans le local. Donc on a un petit magasin là sur place dans le jardin. On vend sous forme de paniers hebdomadaires sur commande. Et on fait aussi des marchés. On fait 5 marchés par semaine. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel? Oui, mon parcours professionnel, il est long. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. À l'époque, on commençait à 14 ans. J'ai travaillé chez Bata, on confectionnait des chaussures. Donc j'ai travaillé de 14 ans à 16 ans. Et de 16 ans, j'ai quitté l'usine parce que je me suis aperçu que je ne pouvais pas travailler à l'intérieur. Donc j'ai opté pour un autre métier. J'ai travaillé dans la forêt pendant de 16 ans à l'âge de 39 ans. J'ai eu quelques soucis de santé, donc j'ai dû arrêter ce métier. Donc j'ai fait des concours pour entrer dans le maraîchage. Je suis allé à l'école à Reville-aux-Chênes, un brevet professionnel agricole sur 1 an. Et de cela, je n'ai pas trouvé d'emploi tout de suite, donc je suis reparti à l'école à Nancy pour faire 1 année de psychologie. Et de là, j'ai trouvé un emploi donc sur le jardin de Siret. Donc j'ai été employé par le conseil général pour donc m'occuper d'un chantier d'insertion. J'ai travaillé donc avec des jeunes qui étaient en difficulté sociale et professionnelle. J'ai travaillé donc pendant 20 ans avec eux. Et là, le chantier, il a fermé le 1er juillet 2010. Donc aujourd'hui, on a recommencé notre carrière professionnelle le 1er juillet 2012 jusqu'à ce jour. Et là, on approche de la retraite, bien mérité, je pense, parce que ça fait 55 ans que je travaille. Mon épouse va être en retraite l'année prochaine et on pense donc céder notre entreprise l'année prochaine. Comment traitez-vous les mauvaises herbes? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on n'a pas de désherbant, mais il faut avoir des bonnes mains. Tout se passe manuel. Tout est fait à la main ou avec un désherbeur thermique. Donc une bouteille de gaz, un chalumeau et on brûle. Ou alors, on a un système de bâches hors sol, donc on plante sur nos bâches, donc ça nous évite de désherber. Que faites-vous pendant cette période de l'été? Alors en ce moment, c'est les récoltes, puisque nos produits ils arrivent à terme, donc il faut les commercialiser. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, au magasin sur place, dans les marchés et dans nos paniers. Et donc là, voilà notre culture de tomates, qui est un travail de longue haleine, puisqu'on commence, nous, par faire des semis, ou d'abord la récolte des graines de l'année d'avant. Donc on prend nos graines, mon épouse et moi-même, on fait donc des semis de tomates au mois de la 3e semaine du mois de février. Avant d'avoir des plants comme ça, bien sûr, il faut les planter, il faut les suivre, il faut les tailler. On taille tous les gourmands, les lier, et voilà, aujourd'hui on arrive à la récolte. Quels sont vos horaires de travail? En ces périodes très très chaudes, nos horaires de travail sont très compliqués. En fait, mon mari Bernard se lève aux alentours de 3 heures. Il fait encore nuit, il travaille à la lampe frontale, uniquement pour l'arrosage.
tout ce qui est arrosage, tout ce qui est ramassage de tomates, concombres, ce qui est des produits très fragiles. C'est 3 heures du matin jusqu'à 10 heures du matin. Après, on fait travail dehors, 10 heures midi dehors, et ensuite une pause. Et on reprend à 17 heures jusqu'à 21, 22h30 en fait. Quelle est la particularité de votre agriculture? Eh bien, nous, on cultive peut-être pas comme tout le monde, mais nous, on a une culture raisonnée. On n'est pas en bio parce que les coûts seraient trop onéreux sur les marchés. On a une culture raisonnée, donc on n'utilise aucun produit chimique, aucun désherbant. Pourquoi? Pour protéger les sols, parce que nous, on adore les sols, donc on protège nos sols, donc on ne met aucun produit nocif dans nos terres. À quel âge avez-vous commencé la pêche? Alors la pêche, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 7 ans. Et au début, j'ai commencé avec une canne pour pêcher la friture, donc tout ce qui est gardon, rotangle, ablette. Qui vous a appris à pêcher? Alors j'ai appris grâce aux vidéos sur internet, mais aussi grâce à mes copains. Bah, ils m'ont permis de me faire découvrir plein d'autres styles de pêche, comme par exemple la pêche à la carpe, que je connaissais pas auparavant. Et bah, du coup, c'est mes copains qui m'ont appris. Et je me suis perfectionné avec les vidéos que je pouvais trouver sur YouTube, par exemple. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être pêcheur? Alors, le fait d'être en contact avec la nature, avec la faune sauvage, avec les oiseaux, et puis surtout le fait de ne pas savoir ce qu'on peut attraper juste sous notre ligne. Quel est le plus gros poisson que tu as pêché? Alors, le plus gros poisson que j'ai pêché, c'est une carpe miroir de 23 kg. Alors, je l'ai pêché à l'étang de Blamont avec une bouillette. Est-ce que vous avez déjà pêché des poissons d'eau de mer? Alors, oui, j'ai déjà pêché des poissons comme le bar, mais aussi la dorade. Ces deux poissons sont des poissons dits carnassiers. Donc ce sont des poissons qui mangent d'autres poissons. C'est quoi qui vous plaît le plus dans la peinture? En fait, moi ce que j'aime, c'est plutôt voir les gens faire de la peinture. Okay. Et pouvoir être là pour servir au maximum pour qu'ils puissent être à l'aise dans leurs mouvements, dans ce qu'ils doivent faire pour eux-mêmes. Okay. Quand est-ce que vous avez commencé à faire de la peinture? Alors moi j'ai fait de la peinture depuis que je suis toute petite en fait, mais par rapport à l'atelier du jeu de peindre, c'est jamais moi qui peins, c'est toujours les personnes qui viennent pour peindre. Moi je suis juste là pour servir vraiment le jeu de peindre. Qu'avez-vous fait comme études? Alors moi je suis allée à l'école depuis que je suis toute petite. J'ai passé un bac D, je suis allée en fac de sciences et puis ça m'intéressait pas de rester là et je me suis un peu questionnée sur les domaines qui m'intéressaient. Il y avait les animaux et les enfants et je suis allée après à l'école d'éduc de jeunes enfants. Voilà, c'était ma formation initiale. Et après ça, j'étais très intéressée par une pédagogie qui s'appelle la pédagogie Montessori. J'ai fait le choix, on a fait le choix avec mon compagnon de faire l'instruction en famille en se basant sur cette pédagogie-là. Et puis
Quand je me suis formée à la pédagogie Montessori, j'ai rencontré des gens qui allaient peindre dans les ateliers du jeu de peindre. Ils m'expliquaient ce qu'ils vivaient et moi j'étais très intéressée et je voulais aller me former à cette pratique-là, quoi. Donc je suis allée me former chez Arnaud Stern à Paris après. Voilà, il y a de ça 5 ans maintenant. Qui a créé l'atelier? Alors l'atelier du jeu de peindre, il a été créé par Arnaud Stern. Arnaud Stern, c'est une personne qui a maintenant presque 95 ans, qui est allemande et à l'issue de la Seconde Guerre mondiale s'est retrouvée en France et on lui a demandé de s'occuper d'orphelins. Donc il a utilisé ce qu'il avait sous la main, c'est-à-dire des crayons simples, des bics et du papier. Et les enfants lui ont très vite demandé de pouvoir utiliser plusieurs couleurs différentes. Donc il a essayé de voir ce qu'il avait comme matériel, on lui a apporté de la peinture. Et voilà, c'est parti, la peinture était là et l'atelier commençait. Il y a eu de plus en plus de personnes, d'orphelins qui étaient intéressés par l'atelier et il n'avait qu'une seule pièce, donc il a dû aménager la pièce autrement. Au départ, ils étaient assis et peignaient sur la table, sur une feuille, petite feuille. Et après, il a eu l'idée en fait d'installer les personnes au mur, avec des feuilles qui étaient punaisées au mur, et de mettre au centre de la pièce, sur une table, tous les pots de peinture de différentes couleurs. C'était les prémices de la table palette, avec les 18 couleurs qu'on a maintenant aujourd'hui. Et c'était aussi là, la création du clos-lieu, justement. Lui, l'idée était pas... rien n'avait été réfléchi. Tout s'est mis en place parce que les choses se sont mises comme ça. Elles sont arrivées comme ça. Il se dit, lui, d'ailleurs, trouveur et non pas chercheur. Voilà. Et il a observé, à travers les nombreuses heures d'ateliers qu'il a pu proposer, il a observé quelque chose qui était vécu par toutes les personnes qui venaient à l'atelier, qu'elles soient jeunes, moins jeunes, avec des cultures différentes. Il a observé vraiment que toutes ces personnes-là passaient par une trace qui était la même. Il a appelé ça la formulation. Voilà. C'est un code universel qu'il a trouvé. Il a pu confirmer ça parce qu'il a été aussi dans des tribus, et il a voyagé beaucoup, pour pouvoir vérifier si les personnes des tribus avaient aussi ce code universel, et il s'est avéré que oui. Voilà. Donc c'est Arnaud Stern qui a créé l'atelier du jeu de peindre. Puissance 4. Henri, quelle était votre activité avant peintre? J'ai travaillé dans l'industrie métallurgique, j'étais dans un bureau d'études et j'ai terminé en dirigeant une entreprise. Quand avez-vous commencé la peinture? Mais il y a très longtemps, quand j'ai commencé à travailler dans un bureau d'études, donc j'ai commencé par le dessin. Et ensuite, ça s'est poursuivi avec des décorations, des affiches de théâtre, des décors et des illustrations. Voilà. Et la peinture réellement a commencé en 2000 à peu près, où là je me suis mis à la peinture à l'huile. Voilà. Et depuis, je peins à l'huile constamment. Quel est votre style de peinture? Ma peinture s'oriente vers une peinture dite expressionniste. J'ai beaucoup été impressionné, si c'est le cas de dire, par les expressionnistes, donc des peintres qui sont venus après les impressionnistes. Et ma démarche est une démarche de peinture sur site, c'est-à-dire sur place, avec en particulier l'inspiration qu'est la forêt, donc, comme tu peux voir là. Et donc également, elle repose surtout sur le dessin, c'est-à-dire que ce qui est important pour moi, c'est le dessin qui est la base, en fin de compte, de ma peinture. Donc je dessine beaucoup sur place, je fais beaucoup de croquis, et de ces croquis sortent après des peintures ou non, mais dans le style. J'essaye un peu de noyer la réalité à travers la peinture par rapport à mon dessin. Je déstructure mon dessin. Voilà. C'est ça ma démarche et ma façon de peindre. Quelle est votre technique préférée? Comme tu le vois, c'est la peinture à l'huile, mais ce que je préfère tout de même avant ça, c'est le dessin. Et le dessin s'exprime soit par le crayon, le fusain, l'huile pastel, et moi je préfère le dessin à la plume, à l'encre. Je trouve que là on a un contraste très fort entre le blanc et le noir, et ça exprime beaucoup plus l'impression qu'on veut donner du dessin.
Pourquoi ça s'appelle les Gîtes des Arts? C'est-à-dire en 2010, quand on a recréé la structure en bas, que tu vois là, qui s'appelle les Gîtes des Arts, on a voulu faire un lieu de partage et d'échange avec les artistes. C'est-à-dire on fait venir des artistes peintres, sculpteurs, photographes, et avant que ce soit des éléments d'hébergement, on crée des expositions et des rencontres avec les artistes locaux et même parfois internationaux. C'est ça, donc le terme est resté, et puis on a continué à appeler ça les Gîtes des Arts puisqu'on expose dans les deux maisons. Et le jardin nous permet de faire la liaison entre ces deux maisons pour faire des expositions en plein air. Quel est votre lien entre l'activité et le territoire? Donc mon activité, c'est effectivement de promouvoir des artistes sur le territoire, puisqu'on est dans une région qui est un peu esselée. On est situé entre des grandes villes, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de moyens d'expression pour les artistes. Donc le lien, il se fait par les artistes qui sont sur le territoire, par commencer, par certaines personnes du territoire qui me donnent un coup de main pour pouvoir, la mairie, la Comcom, pour organiser des expositions. Et puis faire venir des artistes d'autres territoires, justement, même d'autres pays, pour faire des échanges et de partager donc la culture en général, qui est la peinture, le dessin et la sculpture et la photographie. Quelle est la philosophie de votre métier? La philosophie des Gîtes des Arts, en général, c'est effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la notion de partage et d'échange, c'est-à-dire de promouvoir des artistes locaux, des artistes qui sont de la région, un peu éloignés, des artistes internationaux, donc des étrangers qui viennent. Là, on a exposé un artiste argentin il n'y a pas longtemps, et de pouvoir donner aussi aux gens qui sont ici la possibilité de voir des expositions, et de voir, c'est pas vraiment une galerie, mais de voir effectivement des artistes à l'œuvre, et d'avoir accès à ce genre de choses qui nous sont généralement un peu refusées parce qu'on est très très loin des grandes villes. Mais elle m'a piqué ma air Barbie. Pouvez-vous vous présenter? Alors je m'appelle Igor et à ma droite, Amaury. Nous sommes dans un projet de recyclerie sur la commune de Ciré-sur-Vesouse et nous passons beaucoup de temps à réparer et à prôner la réutilisation des matières. En quoi consiste une recyclerie ou ressourcerie? Alors cela consiste dans un premier temps à proposer du matériel revalorisé et dans un second temps d'effectuer des réparations et pour pouvoir réutiliser le produit. Où en est votre projet de recyclerie? Alors là, on vient de finir la définition de ce qu'on voulait faire exactement. On a choisi le type de structure qu'on voulait obtenir et là, on est en train de voir pour se rapprocher des personnes qui peuvent nous aider à obtenir des financements. Parce que même si la recyclerie fonctionne sur le principe de choses qu'on récupère ou qu'on nous apporte, il faut qu'on puisse financer la location d'un local. Et du coup, on est en train de voir pour obtenir des coups de pouce de certaines communautés de communes ou alors de certains élus qui peuvent nous aider ou certaines subventions qui sont mises à disposition pour ce genre de choses. Que nécessite le recyclage? Alors, pour recycler ou pour ressourcer, ce qui est surtout important, c'est d'avoir de la place. Comme on peut le voir, le fait d'avoir à récupérer des matériaux de différentes provenances, ça nécessite d'avoir beaucoup de place et d'avoir des locaux et un petit peu de matériel adapté, donc de quoi démonter, remonter tout ce qu'on va vouloir réparer. Et après, sur le côté humain, surtout de la curiosité, avoir envie de comprendre comment les choses fonctionnent, avoir des idées et puis surtout ne pas avoir peur d'échouer pour en apprendre à chaque fois davantage et puis de la passion surtout, avoir envie vraiment de démonter, de remonter, de comprendre comment les choses fonctionnent et de rendre service parce que ça fait toujours plaisir de savoir que les 2 heures qu'on a passées à démonter quelque chose qui nous a un peu proposé de difficultés, ça permet d'avoir un sourire chez la personne à qui on répare le projet. Quand vous êtes-vous rencontrés et quels sont vos rôles individuels dans l'entreprise? Alors, nous nous sommes rencontrés il y a environ 4 mois et nos comportements font qu'on a des rôles bien spécifiques. Amaury, lui, serait responsable du côté associatif et du côté social et je serai moi-même responsable du côté commerce et des réparations électroménagères. D'où vient cette envie de recycler et qu'est-ce que ça vous apporte? L'envie de recycler m'est venue petit à petit au gré des voyages. Je me suis aperçu qu'en fait il y avait une grande quantité de choses qui étaient jetées ou qui n'avaient pas de débouché
Et petit à petit, j'ai commencé à récupérer des choses qui étaient jetées. Et en fait, petit à petit, j'ai acquis les connaissances pour pouvoir les réparer. Et c'est là où c'est devenu intéressant. Et pour Amaury, c'était un peu différent. Pour Amaury, ça a été déjà de la collecte. Et ensuite, à force de collecter, il s'est dit qu'il pouvait en faire quelque chose. Voilà. Pouvez-vous parler de votre état d'esprit? Oui, bien sûr. Je pense que l'état d'esprit principal qu'on a avec Igor, c'est la bonne ambiance. C'est quelque chose qui nous amuse vraiment de recycler et puis de transformer, d'apprendre énormément. Et surtout le fait de ne pas savoir exactement ce qu'on va avoir à faire dans la journée, le fait d'avoir à réfléchir sur un problème pendant un nombre d'heures indéterminé, et puis surtout le fait de chercher, toujours innover, trouver des solutions. Des fois on n'a pas les bons outils, des fois on ne sait pas encore comment on va faire, du coup on réfléchit, on démonte, on se renseigne, et il y a une grosse curiosité, et tout ça c'est motivé par du plaisir de réparer, de comprendre, et puis de se dire que ça participe un peu à aider le monde dans lequel on vit, parce que on peut pas continuer comme ça à entasser tous les déchets qu'on est en train de générer. Donc même si quelque part c'est quelque chose qui peut être angoissant quand on le regarde, nous on arrive à en tirer le meilleur, et du coup pour le moment c'est quelque chose qui nous éclate. Donc notre état d'esprit positif. Et tu fais quoi? Tu vois pas que je joue à Zelda sur ma Air Game Boy? Quelle est la superficie et le nombre d'habitants à Angomont? Alors le nombre d'habitants, 75, je vais commencer par là, 75 habitants, c'est en nette régression depuis une vingtaine d'années. La superficie totale du territoire, c'est 1700 hectares, pardon. Et on va jusqu'à la Chaplotte. Alors vous voyez que c'est quand même vachement étendu. Que veut dire Angomont? Oui, alors je ne sais pas si ça s'adapte vraiment à vous, mais c'est le mont des anges. Pour quelle raison êtes-vous devenu maire? Eh bien, en 1983, l'ancien maire était déjà âgé. Moi, j'étais adjoint et donc tout naturellement, il m'a demandé de prendre sa place. Et j'étais instituteur ici et c'était un petit peu mon envie aussi, il faut bien le dire, d'être maire d'Angomont. Je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps, mais enfin voilà. Donc, en fait, c'est normalement le maire qui a laissé sa place à l'adjoint. Avez-vous d'autres fonctions? Oui, en plus d'être un acteur des Nuits d'Angomont, puisque là on est sur la scène des Nuits d'Angomont, ma fonction principale c'est maire du village, depuis une paire d'années, maintenant on en parlera sûrement tout à l'heure, et puis aussi vice-président de la communauté de communes de Vesoul-en-Piémont, en charge de la jeunesse, de la culture, des associations et des seniors. Dans quel lieu sommes-nous? Alors nous sommes ici sur le site des Nuits d'Angomont, qui est un théâtre de verdure, bien sûr en plein air, qui a lieu maintenant depuis 20 ans. La première représentation de cette année aura donc même lieu vendredi prochain. Et au départ c'était un théâtre d'été qui avait lieu, d'hiver qui avait lieu à la MJC, et de fil en aiguille, voilà, ça s'est étoffé et c'est devenu le théâtre des Nuits d'Angomont qui a lieu tous les ans à pareille époque. Avez-vous une réalisation dont vous êtes fier? Oui, c'est l'achat des 2 bâtiments qui sont là. Là, on est devant un des bâtiments qui a servi d'auberge rurale par un moment pour la commune, et puis un autre bâtiment plus haut qui servait d'hébergement temporaire pour personnes âgées. Bon, les conditions et les normes de sécurité et d'adaptation des bâtiments ne nous ont pas permis à continuer à travailler de la même façon. Mais là, on reste quand même avec 2 bâtiments qui sont à la commune. L'autre a été racheté après par le CAPS de Rosières. Avez-vous des projets en matière de l'écologie? Il y a un grand projet qui va venir très rapidement maintenant, puisque toutes les maisons ici sont en assainissement unique. On va faire un assainissement collectif, mais ça coûte énormément de sous. Beaucoup d'argent et peu de subventions. Bon, là, vous êtes devant une fontaine, alors bien sûr,
On essaye de garder sur Angomont des fontaines où il y a l'eau qui coule, alors que dans bien des endroits, ont été remplacés par des fleurs. Mais là aussi, et on a de la chance parce que ce sont des sources indépendantes de la concession. Donc on peut les laisser couler comme on veut. Concours de blagues sous chamallow par TV. Quoi? Quoi? Vous préférez la ville ou la campagne? Alors, j'ai habité en ville, j'ai habité à la campagne, et ici je me considère même pas à la campagne, je me considère en forêt, parce que je suis une maison isolée. Je préfère, comme je suis ici maintenant, je préfère la campagne, pour répondre à ta question, pour une bonne raison, qu'on est dans la nature, et pour moi c'est très important la nature. À quel âge avez-vous voulu ou entrepris de vivre cette vie? Ah, ça a été très progressif, il n'y a pas de date d'un coup, ça ne m'est pas venu d'un coup en fait, parce que comme j'ai vécu à la ville, ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question, et puis après j'ai vécu dans un village, après j'ai voyagé, j'ai vécu plein de choses différentes qui progressivement m'ont amené à vivre de cette manière, en faisant le jardin, en ayant des animaux, tout s'est ajouté petit à petit. Et là, je peux globaliser un petit peu tout maintenant. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir tous ces animaux? Alors, déjà depuis que je suis toute petite, j'aime les animaux, j'aime le contact avec les animaux. Et puis progressivement, j'ai eu des animaux, alors pas tout d'un coup non plus. Et c'est surtout en termes de permaculture, je vous en ai parlé un petit peu. Les animaux sont devenus pas seulement mes compagnons, mais on va dire mes outils de travail, dans le sens où ils m'aident à travailler sur le terrain. Les chèvres, elles entretiennent le verger, les lapins font mes tondeuses là-bas sur le camping, le chien, c'est un chien de garde, il m'alerte quand il y a du monde qui vient, ou alors quand il y a les poules qui s'échappent. Et puis les poules me donnent des œufs, mais elles m'aident aussi au jardin à retourner la terre et à manger les mauvaises petites bêtes. Et puis le cochon c'est pour m'aider à retourner la terre sur toute la partie arrière là, du terrain pour éradiquer toutes ces fougères qui sont en trop grand nombre. Voilà. Vous avez mis combien de temps pour faire tous les travaux? Alors, j'ai pas fini les travaux déjà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est vous allez commencer quand et vous espérez finir quand? Je crois que j'aurais jamais fini déjà, parce qu'il y a un grand terrain, il y a une grande maison, il y a d'autres bâtiments, j'ai plein de projets dans la tête. Mais pour l'instant, on va dire pour notre partie privée, pour la famille, on a déjà démarré il y a 2 ans. Ensuite, je me suis mise sur la partie gîte, chambre d'hôte. Et puis il y a le camping que je viens de démarrer. Et on va dire que les chambres d'hôtes, gîtes avec cette pièce sont pratiquement terminées. Là, je suis dans les finitions. Et là, j'avance sur notre partie privée pour finir nos chambres et notre cuisine. C'est les finitions aussi. Et puis après, la prochaine étape, c'est faire le camping pour que le camping soit ouvert l'année prochaine. Comment avez-vous trouvé cet endroit? J'ai cherché un petit peu parce que je cherchais un endroit dans la nature, dans la forêt. Et puis à force d'en discuter avec des personnes, il y a cette offre qui est venue à moi. C'était un appel à projet qui est lancé par la communauté de communes. Un projet, ils cherchaient quelqu'un qui pouvait mettre de la vie dans le territoire et tout en étant dans le développement durable. Et j'ai monté mon dossier, j'ai présenté mon projet. D'autres personnes se sont présentées et visiblement mon dossier a plu. Et donc j'ai été sélectionnée. À qui profite le potager?
Alors le potager profite déjà à moi et mes enfants, puisqu'on s'alimente avec des produits frais, mais aussi en hiver, puisque je fais des conserves. Et puis ensuite, il profite aussi à mes animaux, puisque les animaux, soit les poules, je les mets, comme ça elles mangent les vers de terre en hiver, ou alors aux cochons quand j'ai des légumes qui sont trop mûrs. Et puis parfois je fais des tables d'hôtes pour les clients. Donc je peux aller chercher une salade, leur faire une salade composée avec des tomates, voilà, avec différents produits du jardin. Plus les fruits, j'ai quelques arbres au fond du potager, donc les fruits après c'est la même chose, ça dépend pour nous, pour les clients. Voilà. Je m'appelle Jade, j'ai 13 ans, j'aime bien le tennis et le judo. Je m'appelle Marianne, j'ai 11 ans et ça fait 7 ans que je fais de l'équitation. Je m'appelle Maxon, j'ai 11 ans, j'adore le vélo et l'architecture. Je m'appelle Eva, j'ai 13 ans, j'aime écouter de la musique et faire de la danse. Bonjour, je m'appelle Jade, j'aime bien le sport, je fais du foot. Je m'appelle Esteban, j'ai 14 ans, je suis fan de tout ce qui est Krav Maga et aussi tout ce qui est informatique. Je me présente, je m'appelle Faustine, j'ai 13 ans et j'aime l'équitation. Je m'appelle Léa, j'ai 12 ans, ma passion c'est le skate et la danse. Je m'appelle Valentin, j'ai 10 ans, j'aime le Rubik's Cube et les arts martiaux. Je m'appelle Charlotte, j'ai 11 ans, j'aime faire du hip-hop et des bracelets.